Donc, j'appelle donc Émilie pour démarrer cette session avec nous. Donc, je te laisse te mettre ici. Je vais lancer ton exposé. Très bien. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Merci à Construire Acier pour cette invitation. Donc, l'occasion, vous l'aurez compris, de vous partager le point de vue du concepteur ou de la conceptrice. On est très mix chez Arrête. Et donc voilà, ravi d'inaugurer, de démarrer ce colloque avec vous. Alors peut-être... Non, c'est Ah, c'est là. c'est encore mieux. Donc, peut-être pour commencer, quelques mots sur AREP. Qui sommes-nous? Donc, AREP, nous sommes une agence pluridisciplinaire, filiale de SNCF Gare et Connexion. Donc, vous allez voir d'ailleurs, un des fils rouges de mon intervention sera un objet iconique de la SNCF, à savoir la halle, la grande halle voyageurs. Donc, ce qui veut dire qu'on travaille pour les gares partout en France, pour, on va dire, tous les outils de la production industrielle ferroviaire, donc des technicentres, les grands, des bureaux, des bâtiments techniques. Quand je disais agence pluridisciplinaire, c'est que nous avons en fait au sein d'AREP une grande diversité de métiers, l'ingénierie, l'architecture, le design, la conception urbaine et de nombreux métiers de l'AMO également. Voilà. Donc une vision assez large finalement sur l'acte de construire. Alors, peut-être très rapidement. Donc voilà, le thème du colloque est construire la décarbonation. Donc effectivement, je pense qu'on a, voilà, ça a été d'ailleurs très bien rappelé par le président, les enjeux autour de la décarbonation. Hein. Donc là, ce que vous voyez, c'est les warming stripes de Ed Hawkins qui montrent qu'en effet, en fait, aujourd'hui, on ressent bien les effets d'un phénomène qui est en cours. Et donc peut-être qu'il explique que enfin on s'en saisisse. Mais je voulais juste en fait rappeler le fait, mettre ça en perspective, que se développe en ce moment plusieurs crises. Le climat en est une, et donc on l'adresse avec des stratégies d'atténuation ou d'adaptation. Mais il y a aussi d'autres enjeux. On peut dire d'autres crises qui se développent en parallèle avec comme activité commune bien, notre activité humaine. Je veux mentionner en deuxième lieu, donc, la question des ressources et la question de la crise des ressources fossiles non renouvelables. C'est un sujet en soi, en fait, hein, qu'on parle de, c'est la disponibilité d'un certain nombre de ressources est un sujet en dehors de l'impact éventuel en termes de carbone. Donc, vous voyez ici un pic de projeté de disponibilité de production de pétrole. Mais évidemment, en fait, on peut reproduire ce type de pic avec plus ou moins de largeur pour l'ensemble des ressources fossiles. D'où effectivement, on va y revenir, la question aussi de la sobriété en premier lieu, du réemploi en deuxième. Et puis un troisième point que je ne détaillerai pas, mais en fait la troisième crise qui se déroule en ce moment, c'est la crise du vivant, qui est également un sujet en soi, encore une fois, même cause, mais qui se développe en parallèle. Et voilà, un petit cartoon qui avait été fait à l'époque du Covid a été graduellement enrichi avec les retours des lecteurs. En fait, au départ, il n'y avait que Covid et récession. Des gens ont dit « Ah, quand même, tu ne voudrais pas ajouter le changement climatique ?» Et puis derrière encore, voilà, cette crise du vivant qui est étudiée depuis plus récemment, autour desquels on a peut-être moins d'outils opérationnels aujourd'hui, mais qui est évidemment un enjeu en soi. Voilà, donc, je vais replanter le décor. Donc, en fait, chez AREP, pour prendre ces enjeux à la hauteur qu'ils se présentent pour nous en tant que concepteurs, on a développé cette méthode qu'on a appelée EMC2B pour énergie, matière, carbone, climat et biodiversité, pour s'assurer qu'on envisage l'ensemble des enjeux qui se présentent à nous. Parce qu'évidemment, comme rappelé, bien, nous concevons des projets, donc on est quelque part en fait, au démarrage de tout ça, et tout l'impact de la filière. On peut dire qu'on le maîtrise d'une manière ou d'une autre. Alors le programmiste et le maître d'ouvrage plus encore au démarrage. Hein. D'ailleurs, on est ravis au sein d'AREP d'avoir des équipes de programmation en ce sens. Mais donc voilà, le concepteur, évidemment, a en contrôle en fait une chaîne de transformation de la matière. Et donc c'est bien notre... on a une responsabilité en ce sens. Voilà. Donc très rapidement, en fait, pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire, en tant que concepteur, s'intéresser à ces enjeux. Énergie, alors ça, je pense que vous connaissez. Les enjeux de l'énergie, c'est sobriété, efficacité, renouvelable. Donc cette image, qui est une halle à vélo qu'on va retrouver
plus loin dans l'exposé, la Lavélo à Paris Nord, donc mise en service juste avant les Jeux Olympiques 2024. Là, elle illustre 2 points parmi ces 3. La question de la sobriété, puisqu'en fait, on voit que eh bien, on a conservé une toiture qui est semi-transparente, donc qui permet d'éclairer naturellement ce lieu. Voilà. Et puis le deuxième point, c'est renouvelable, évidemment, puisque donc les parties opaques de cette couverture, ce sont des cellules photovoltaïques qui sont intégrées dans le verre et donc qui permettent du coup à produire de l'énergie sur site, évidemment, avec 1700 m². On est loin des besoins de la Gare du Nord au complet, mais néanmoins, vous allez le voir, on réfléchit à l'étape d'après en ce moment. La question de la matière, le premier enjeu, voilà, c'est ne pas consommer des ressources nouvelles en mobilisant ce qui a déjà été produit et ce qui est éventuellement déposé. Donc c'est le réemploi. Alors le réemploi, il peut se voir comme dans cet exemple-là, qui est donc une clôture provisoire autour de la gare de Saint-Denis, sur laquelle des gros travaux se passent en ce moment. Donc là, voilà, on voit qu'il s'agit de rideaux métalliques qui ont d'ailleurs été déposés juste à côté. Ils étaient graffés, ils ont une certaine qualité graphique, en tout cas, on peut ou pas l'apprécier. Et donc, en fait, voilà, tout l'enjeu pour le concepteur, c'est comment est-ce qu'on intègre des degrés de liberté suffisants dans la conception pour être capable d'intégrer le matériau tel qu'il se présente in fine au moment où on le reçoit. Mais on y reviendra aussi. Le réemploi, il peut moins se voir aussi. Ça peut être des choses un peu plus prosaïques, mais qui néanmoins ont leur intérêt. Donc ça, c'est un petit poster qu'on a fait autour de notre intervention donc sur la gare de Paris-Nord, qui était plus large que cette question de la Lavélo, qui en fait était un peu stratégique en acupuncture, donc en préparation de l'arrivée des flux pour les Jeux Olympiques. Et donc on retrouve voilà, des éléments assez divers et variés comme du parquet, des structures métalliques un peu spécifiques d'anciens abris, des ardoises, des radiateurs, etc. En fait, voilà, le réemploi, évidemment, ça peut aussi être des éléments banals qui ont néanmoins leur intérêt. Voilà, la matière, c'est aussi, dès lors qu'on convoque des matériaux nouveaux, s'intéresser aux matériaux biosourcés, aux matériaux renouvelables, et parfois en association avec l'acier, on y reviendra de même. La question du carbone. Alors, le carbone, c'est évidemment les émissions de gaz à effet de serre liées aux produits de construction, aux équipements qui sont mis en œuvre dans le projet. C'est aussi le carbone émis par tous les vecteurs énergétiques qui permettent d'alimenter le bâti. Et puis aussi, alors chez la REP, il y a une troisième composante qui nous intéresse, qui est le carbone lié en fait, aux émissions des personnes, des flux en fait, qui vont être créés du fait du bâtiment qui est créé. Voilà. Concrètement, évidemment, construire à côté d'un service de transport décarboné, c'est pas tout à fait pareil que de construire quelque part. On a besoin, par exemple, d'une voiture pour s'y rendre. Voilà, donc énergie, matière, carbone, climat. Alors, climat, c'est déjà qualifier finement le confort perçu dans toutes ses dimensions. Et donc là, l'illustration que vous voyez, c'est des simulations numériques avancées, en l'occurrence là en CFD, pour vraiment qualifier ce confort perçu et s'assurer que les dispositifs qui sont mis en œuvre permettent de l'assurer. Évidemment, l'enjeu derrière, c'est comment est-ce qu'on assure ce confort dans un climat qui change, puisqu'on sait que quoi qu'il se passe, le climat changera, il ne sera pas le même en 2050, en 2100 que celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça demande d'utiliser dans ce type d'exercice, quand on est plutôt sur les parties STD, des fichiers météo qui soient cohérents. Et d'ailleurs, un point intéressant, c'est que vous avez certainement suivi que le plan national du PNACC 3 a été publié, il y a eu une consultation publique autour de ça, et un élément qui a été remonté massivement par les personnes qui ont répondu à la consultation, c'est que on attend en fait la mise à jour d'un certain nombre de normes, de standards pour pouvoir adresser correctement cet enjeu. Donc ça vous intéressera certainement en tant qu'industriel. Et peut-être ce qui est dans cette optique, ce qui peut être intéressant de souligner, c'est que
Il y a deux grandes stratégies. Une stratégie, on peut dire, de renforcement, voilà. On tiendra tout ce qui arrive, tout pareil, tout comme avant. La résilience, c'est un point de vue un peu différent, c'est dire peut-être qu'on acceptera que certaines choses ne se passent pas tout à fait pareil, mais par contre, on sera capable de gérer bien justement la retour à l'état normal qui ne sera pas tout à fait peut-être le même que l'état initial. Voilà, c'est deux approches un peu différentes. Le bunker versus le roseau, pour ultra simplifier. Et peut-être que c'est intéressant dans l'évolution de ces normes d'avoir ces éléments en tête. Voilà, et puis enfin, la biodiversité. Alors, vaste sujet, et comme je le disais, les outils en fait, d'appropriation, d'appréhension de cet enjeu, ils se consolident. C'est évidemment comment est-ce qu'on accueille le vivant. C'est déjà comment est-ce qu'on évite de détruire des milieux naturels qui accueillent le vivant, et puis quand on construit, quand on artificialise, eh bien, comment est-ce qu'on ménage l'accueil de ce vivant. Donc très concrètement, pour nous, c'est quelque chose d'évident, c'est dès lors qu'on aménage un parvis, faire en sorte qu'il y ait des espaces végétalisés avec différentes strates, des strates herbacées, des buissons, des strates arborées avec des arbres de haute tige qui créer des milieux qui sont variés, suffisamment variés pour qu'il y ait un certain nombre d'espèces différentes qui puissent le coloniser. Voilà, donc une vue rapide sur qu'est-ce que ça signifie concrètement d'aborder de manière globale les enjeux environnementaux que se présentent à nous concepteurs. Voilà, donc concrètement, en fait, ça se traduit chez nous par différents outils. Donc là, j'en montre deux. Une carte mentale, en fait, après, qui peut encore se déployer pour s'assurer qu'on a bien cartographié sur le projet tous les enjeux qui se présentent. Ça, c'est une approche, on va dire, méthodologique et qualitative. Et puis derrière, on mesure aussi. Derrière chaque enjeu, on a défini des indicateurs fondamentaux, 2, 3 max, pour se dire, OK, est-ce que par rapport au programme ou au potentiel du site, comment on se positionne et puis commencer à se challenger, vérifier que les principes mis en œuvre, en effet, portent leurs fruits. Voilà, et donc concrètement, sur un projet donné, on suit à la fois pour certains indicateurs donc l'existant, dans quelle mesure est-ce qu'on a par le projet amélioré l'existant ou pas, le programme, quand des cibles quantitatives nous sont données par nos chers maîtres d'ouvrage, et puis le projet, et puis voilà, comment est-ce qu'on se situe par rapport à ça, et quelles sont les marges de progression qu'on peut identifier. Alors, voilà, donc EMC2B, vous aurez compris. Donc si on commence par un petit focus carbone, parce que c'est la première question qui est posée. Donc je reprends en fait ce graphique que je montrais tout à l'heure, donc c'est vrai que je ne l'ai pas détaillé. En fait, c'est un bête exercice d'illustration, on peut dire. On a repris les principaux lots sur lesquels on est amené à prescrire. Et puis dans chacun des lots, en fait, on a positionné tous les produits avec les informations de la base INES. En fait, tous peut-être les produits principaux qu'on utilise le plus souvent. Et donc c'est une façon en fait un peu visuelle de positionner en fait finalement l'impact d'un choix, se dire est-ce que je suis plutôt donc à droite de la courbe, donc là vous avez compris de manière horizontale, c'est l'intensité carbone des produits par unité fonctionnelle. Et donc est-ce que je suis plutôt à droite, au milieu ou plutôt best in class sur ce produit précis. Voilà, donc je me suis amusée en fait à positionner un peu les produits aciers quand ils apparaissaient là dans ce poster. Donc il y a des choses autour, ils vont tous vérifier. Ça fonctionne, voilà, autour de la couverture, les bardages et puis les éléments structurels. Bon, donc effectivement, sans surprise, à date, avec ces informations des FDES que nous avons, mais je ne doute pas que tout ça évolue rapidement, on voit bien que effectivement l'acier est plutôt sur la droite à chaque fois dans les lots. Donc voilà, ce qui est pas mal dans tout ce qui est bardage, c'est qu'il y a toujours l'alu qui est derrière. Voilà, franchement. Voilà. Pour les éléments de structure, il y a le béton aussi, et puis alors, parfois il y a des mixtes acier-béton, donc voilà, ça permet de vous repositionner au centre. Et puis en termes de couverture, il y a le TFE qui est encore tout en là-bas, mais qui amène d'autres propriétés de transparence, etc. Mais donc voilà, j'ai compris que nous allons avoir aujourd'hui un certain nombre d'exposés qui vont
permettre de préciser finalement les stratégies industrielles qui sont en place. Donc on a compris, si je résume, des processus industriels qui s'appuient sur une énergie moins carbonée d'une part et beaucoup de recyclage d'autre part. Et vous allez voir, il y a aussi en fait pour le concepteur d'autres leviers d'intérêt bien sûr. Alors si on dézoome juste un tout petit peu, en fait, quand on parle d'émissions carbone, donc en effet il y a tout ce qui se passe au moment de la construction. Donc voilà, ça c'est les produits de construction, équipements qu'on met en œuvre. Il y a tout ce qui se passe pendant la vie en œuvre, donc la consommation d'énergie, et puis la démolition in fine. Et alors peut-être un premier point qui est important de souligner, c'est que quand on parle de réemploi, en fait le premier réemploi, c'est tout simplement la réhabilitation, hein, c'est une évidence, mais ça vaut le coup de le redire. C'est comment est-ce qu'on adapte un bâti existant à des usages qui évoluent, et ce qui permet au passage en général de conserver tout ce qui est gros œuvres, structure principale, et plus si affinité. Donc, même si in fine la réhabilitation, l'objet qu'on produit est peut-être moins performant pendant sa vie en œuvre, en fait le delta d'investissement en carbone, et peut-être même parfois en euros, c'est moins évident en euros, c'est plus évident en carbone certainement, eh bien ne sera jamais mangé. Voilà, donc il est en général plus pertinent d'un point de vue carbone de se lancer dans de la réhabilitation, et cet investissement qui est minime permet d'amortir plus longtemps encore des structures qui évidemment ont une durée de vie bien supérieure aux 50 ans d'une analyse en cycle de vie. Et donc c'est vrai que de ce point de vue, évidemment, hein, l'acier, vous le savez, c'est un matériau roi pour adapter des structures existantes à des usages qui évoluent. Voilà, ça vous le voyez au quotidien, évidemment. Donc, en fait, si on quitte le point de vue carbone seul et qu'on s'intéresse au point de vue de la matière, en fait, c'est quoi les enjeux matière? Ce qui est intéressant, évidemment, aussi avec l'acier, c'est que on produit quand même des structures qui sont étonnamment légères. Légères, alors, en poids, en général. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est la grande halle voyageur de Paris-Austerlitz, qui a été rénovée, là, qui a été inaugurée, on peut le dire, entre guillemets, parce qu'il y a tout un projet en dessous qui se passe en ce moment. Mais en tout cas, on peut la voir toute belle, sans échafaudage, depuis mi-2024. Nous sommes d'ailleurs très heureux d'avoir reçu le prix Eiffel pour la réhabilitation de cette grande halle. Voilà, donc effectivement, cette halle, c'est un peu plus, en ordre de grandeur, un peu plus de 100 kg du mètre carré, ce qui est un objet relativement léger, et puis évidemment d'une légèreté incomparable en termes visuels. Et ça, c'est évidemment tout le génie qui a accompagné tout le déploiement du réseau ferroviaire en France. On reconnaît les fermes Polonceau ici. Voilà, donc cette légèreté-là, à la fois visuelle et structurelle, évidemment illustre bien l'économie de matière, l'optimisation matière qu'on peut faire en travaillant avec un matériau performant comme l'acier. Alors ce qui est intéressant, c'est que, d'ailleurs vous le mentionnez en introduction, on peut aussi travailler des composites. Voilà. Donc ce principe de sous-tension qu'on trouve dans la ferme Polonceau, on le retrouve dans d'autres configurations. Donc là, c'est une autre halle, une halle à Paris Nord, encore un projet plus ancien des années fin 90 ou tout début 2000, où on voit en fait des fermes en bois avec une sous-tension acier. Et donc évidemment, aujourd'hui, c'est ce qu'on travaille aussi, comment est-ce que par la mixité des matériaux, on utilise dans la formule consacrée le bon matériau au bon endroit pour obtenir à la fois la performance environnementale souhaitée et l'adéquation aux lieux et aux usages. Alors, d'ailleurs, je mettais d'autres illustrations de mixité entre matériaux, vous voyez, donc ça peut être à l'échelle d'un composant comme une ferme, ça peut être à l'échelle d'éléments structurels comme ici en scindant des poteaux de poutres et couvertures.
Et puis, ça peut être, voilà, donc là on retrouve la halle à vélo de Parénor avec, on voit en fait une structure primaire en acier galva et ces pannes, ces montants en bois qui supportent directement les panneaux photovoltaïques. Voilà, donc ici en fait, on est sur une structure alors, qui est un peu plus légère que celle de Sterdit, on est un peu moins de 100 kg de mètre carré, plutôt autour des 80. C'est cher pour 3 vélos. Et pardon? N'hésitez pas si vous avez des questions ou commentaires. Et donc voilà, un mixte de matériaux dans lequel finalement l'acier en fait a permis de retrouver la trame historique de cette gare, donc construite par Hittorf à la fin du 19e siècle, une trame de 10 mètres. Et donc voilà, l'utilisation du matériau a permis de nous inscrire dans cette histoire de la gare. Donc, quand on parle... oui, voilà. Donc, ce qui est intéressant, je vous disais, on aime bien mesurer, in fine, à quoi on arrive, et se challenger par l'aller-retour entre métrique et projet. Donc, voilà, c'est un exercice qu'on a fait pour cette halle à vélo, de finalement peser concrètement en kilos, et non pas en kilos de CO2, mais en kilos, les différents matériaux qui sont mis en œuvre. Et donc voilà, on voit qu'on est à peu près en fait en kilos, on a autant de bois que d'acier, hein, donc effectivement visuellement c'est pas tout à fait l'effet qu'on a évidemment. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre en évidence ce que vous voyez tout au bout, le delta entre ce qui est visible et ce qui est invisible, parce qu'évidemment ce qui pèse lourd dans les ouvrages, c'est aussi les fondations, hein, pour le coup aussi bien en kilos qu'en carbone. Et donc voilà, il y a aussi en fait évidemment un champ à travailler et optimiser de ce point de vue-là. J'accélère parce que ouais, qui est déjà terminé. Ouais. Donc dans la question de l'optimisation de la matière, on est ravis d'avoir hébergé en CIFRE une thèse, donc la thèse d'Anna France, alors qui est peut-être à distance, et donc je salue si c'est le cas. J'espère pas dire trop de bêtises, Anna. Autour de la rénovation de structures métalliques anciennes. Parce que ces structures métalliques, en fait, dans les objets sur lesquels on est amené à intervenir chez AREP, elles sont à plein d'endroits, elles sont dans les grandes halles, elles sont dans des marquises, dans des abris voyageurs et parfois même dans des toitures où elles ne sont pas vues. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'en fait on intervient sur ces structures en étant le plus parcimonieux, le plus économe en matière possible, et puis aussi dans une logique cohérente, patrimoniale cohérente. Et donc en fait, sur quelques cas d'études, on se rend compte qu'il y a un renforcement qui est mis en œuvre, non pas toujours forcément parce qu'il y a accroissement de charge, mais aussi parce que nos méthodes de simulation ont évolué, et les codes aussi, et donc on se trouve en fait à renforcer des structures qui tiennent pourtant parfaitement telles que depuis plus de 100 ans. Et voilà, donc ce que Anna a creusé en particulier, c'est justement voilà, cette question de principe d'intervention. Donc, bon, je passe vite du coup, mais une stratégie de rénovation qui soit cohérente par rapport aux enjeux patrimoniaux. Il y a comment est-ce que on qualifie les matériaux, la propriété mécanique des matériaux sur lesquels on va être amené à intervenir, c'est tout un sujet aussi. Et puis aussi, comment est-ce qu'on modélise de manière très cohérente par rapport finalement aux méthodes qui étaient mises en œuvre fin 19e. Et donc un des éléments importants, c'est sur ces trilles métalliques, bien comprendre la raideur d'assemblage qui a un impact important sur les phénomènes de flambement, donc qu'ils soient locaux ou globaux à l'échelle d'un treillis. Parce que évidemment, voilà, si on considère que c'est totalement rotulé ou totalement encastré ou avec une raideur à déterminer, eh bien, on ne se retrouve pas du tout avec les mêmes renforcements nécessaires. Voilà, donc merci encore et bravo Anna pour cette thèse qui nous permet donc d'être plus pertinente dans nos stratégies de rénovation et mettre en œuvre, in fine, moins de matière et avec plus de cohérence. Oui. Voilà, donc il va y avoir un exposé juste après, à la fin, pardon, sur la question
réemploi et comment est-ce qu'on mobilise des gisements existants. Donc je passe vite, mais effectivement pour nous, je tenais à souligner le fait que c'est un outil pertinent et intéressant, voilà, qui est reconnu par l'AQC aujourd'hui, et donc un appui intéressant. Alors je vais passer du coup très vite sur ça, tant pis, pour aller directement à la question, puisque Arcora détaillera mieux tout à l'heure un retour d'expérience sur le réemploi. Je terminerai par la question de l'énergie, voilà, parce que je le mentionnais tout à l'heure. Donc l'énergie, c'est efficacité, sobriété, efficacité, renouvelable. Sur la question de l'efficacité, peut-être un petit clin d'œil, c'est l'occasion aussi de vous poser quelques questions. Alors ici, ce qu'il faut voir, c'est pas la turbio, mais quand on cadre une photo, on ne peut pas coucher la tête, quoi. Donc voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est plutôt l'atelier oxygène qui est juste en dessous, qui vient d'être presque livré, donc dans lequel on met en œuvre ces panneaux métalliques. Donc en fait, voilà, dans les constructions industrielles, vous le savez, on met en œuvre des mètres linéaires importants de tels systèmes industriels. Et en fait, la question derrière, c'est qu'on voit en fait des industriels côté béton, par exemple, qui développent massivement des solutions intégrées avec des isolants biosolides. Voilà. Comment la filière se positionne par rapport à ça aujourd'hui, voilà, pour avoir des produits en fait qui soient tout intégrés avec des isolants qui soient plus performants que des mousses ou de la laine de roche, d'un point de vue environnemental. Et puis l'énergie, donc c'est aussi intégrer des systèmes de production d'énergie solaire dans les ouvrages. Donc les industriels du verre, pour le coup, vous l'avez compris, ont beaucoup travaillé ce sujet-là avec différents systèmes, dont l'intégration de cellules entre deux feuilletés. Donc là, c'est un projet qu'on a autour de la rénovation de la gare d'Angoulême, où l'ensemble des parties translucides en fait deviennent productrices. Voilà, donc, schéma de principe. Donc c'est des choses qu'on connaît d'ailleurs depuis assez longtemps, chez AREP, donc les industriels aussi. Donc là, c'est une autre mise en œuvre qui date plutôt de tout début 2010. Et puis alors sur l'acier, voilà, du coup toujours, donc soit on rapporte en fait des éléments des panneaux photovoltaïques, comme vous le voyez ici, donc ça veut dire structure supplémentaire, alu parfois, bon voilà, donc c'est un élément rapporté. Ou alors on a parfois des solutions, oh pardon, cette photo j'avais pas vu, est très pixelisée, des solutions collées, des modules souples en fait, qui sont collés sur le bac acier, avec des enjeux de pérennité, voilà, certainement encore à creuser, et en tout cas pour ces modules, une performance un peu moindre. Voilà. Donc il me semblait que c'était des sujets intéressants à creuser. Puis peut-être juste pour conclure, je m'arrêterai là. En fait, en tant que concepteur, donc là je me réfère à un grand ancien qui est Vitruve, et donc qui définissait ce triptyque de Utilitas, Firmitas et Venustas. Donc j'ai beaucoup creusé là dans l'exposé quelque part les deux premiers. Mais en tant que concepteur, c'est vrai aussi, il ne faut pas oublier cette dimension de Venustas qui n'a rien de frivole, parce qu'en fait l'esthétique, la beauté des lieux, c'est ce qui va faire qu'on va avoir envie de les habiter dans le temps. C'est ce qui va nous donner envie d'adapter un patrimoine existant à des usages qui évoluent, plutôt que finalement de faire table rase pour reconstruire quelque chose qui correspondra mieux à un goût du moment. C'est notre responsabilité aussi en tant que maître d'œuvre de développer des arts tels que la mode des natures, ou en tout cas dans une richesse qui permettra tout simplement de se sentir bien dans ces lieux. La question du détail, et là on revient à des sujets qui vous parlent peut-être plus, le détail fait architecture, et donc évidemment voilà, c'est une mission à ne pas oublier. J'en ai fini. Merci Émilie, je crois qu'on peut l'applaudir.